Bonjour à tous, je suis Cynthia et je suis à la NAL Édition pour vous raconter mon histoire. Je viens d'une famille assez stricte où il n'y avait pas de sortie, il n'y avait rien du tout. J'étais un peu une fille modèle qui sortait jamais, qui était à la maison, qui faisait le ménage, le repassage, qui faisait à manger. Le genre de fille idéale, quoi, comme on dit, qui n'a jamais fait d'histoire, qui a toujours bien travaillé à l'école, obéissante, limite docile. Et j'ai fait un peu de tâche à partir du moment où j'ai fait ma petite rébellion. Ouais. J'ai fait ma petite rébellion. J'ai été docile. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Je suis polie, je suis respectueuse. Vous m'avez demandé d'aller à l'école. J'ai fait bac+4. Comme vous m'avez demandé, je l'ai fait. Bon, maintenant, j'aimerais goûter un peu à la vie, donc un tout petit peu de liberté, juste un peu. Pour mon père, c'était niet. Il m'a dit, tu termines tes études, tu te maries. Quand je t'ai dit que je ne sortais pas, j'ai terminé mes études, j'avais 21 ans. Jusqu'à mes 21 ans, moi, il fallait que je sois à 17h chez moi, sauf si j'étais en cours, parce que c'est moi qui faisais à manger. Oui, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai eu à voyager. Il y a pas de souci. Mon père m'envoyait en vacances chaque été. Je partais en Afrique du Sud. Je partais partout. Il y avait ma famille. C'était pas un souci. Mais, quand je dis que j'ai une éducation stricte, c'est 17h, t'es à la maison. Puis j'ai une petite sœur. Enfin, moi, je suis la troisième d'une fratrie de 4, mais je suis la fille aînée. Donc tout m'est retombé dessus. Et je précise, parce que moi, ma sœur aînée, j'avais 9 ans. Ça veut dire que l'année d'après, c'est moi qui l'amenais chez la nounou. Mon père, il pouvait être là. Il bougeait pas. J'étais la deuxième maman. Donc, comme on dit, t'as pas fini de jouer à la poupée, que tu dois déjà t'occuper d'un enfant. Parce que ma mère a repris le boulot, oui, quasiment, enfin, peut-être 8 mois après, quoi. Enfin, elle a repris le boulot. Mais ma mère quittait la maison, il était 5 heures du matin. Elle rentrait, il était 17 heures. Un peu avant mes 11 ans, j'ai appris c'est quoi se lever beaucoup plus tôt, parce que tu dois apprêter ta petite sœur, parce que tu dois la faire manger, tu dois l'amener chez la nourrice avant d'aller à l'école. Et s'il se passait pas tout ça, en fait, parce que comme tu dis que c'était strict, imaginons si tu respectais pas une règle. Mais mon père, j'allais connaître tous les angles droits de la maison. Ah, mon père m'a tabassé jusqu'à, laisse. En plus, le pire, je faisais même pas de bêtises. Parce que pour mon père, la bêtise suprême, c'était d'avoir une sale note à l'école. Une. C'est-à-dire que quand mon bulletin est arrivé, il s'en foutait qu'il y ait écrit satisfaisant, ça, il s'en foutait. Il voyait juste la matière, c'est-à-dire les maths, pour ne rien cacher, la matière qui gâchait tout le bulletin. Pour lui, c'était ça. Et pour ça, je te promets que, en toute franchise, le reste, c'était rien, en fait. T'es bête, t'es nul, tu feras jamais rien de ta vie, parce que t'étais nul en maths. Tout ça pour dire que, voilà, j'étais dans un environnement familial où tout était contrôlé, toutes mes fréquentations étaient contrôlées, même au niveau des cousines, hein. C'est-à-dire que j'ai des cousines qui sont beaucoup plus âgées que moi, et mon père, limite, parce qu'à l'époque, on écrivait des lettres, tu vois. Le courrier arrivait, voilà. Le courrier arrivait dans la boîte aux lettres. Mon père prenait le courrier. S'il voyait que c'était une de mes cousines qui écrivait, il ne disait rien. On arrive à table. Évidemment, on mangeait tous à table et silence radio à table. Et puis, il te demande, ta cousine t'a dit quoi dans ta lettre? Quand j'étais plus jeune, quand j'ai dit qu'à 17 heures, j'étais à la maison, quand j'étais en primaire, il savait exactement à quelle heure j'arrivais. Donc, si d'habitude, j'arrivais, je sais pas moi, à 16h36, et que j'arrive à 16h38, je te promets, je connaissais tous les angles droits de la maison. Il me tabassait pour 2 minutes. Donc, je te dis que j'ai filé très très droit. Mais, à un moment donné, t'en as juste un peu marre. Parce que tu vois les gens, même les gens avec qui t'as grandi, bon, déjà leurs parents n'étaient pas aussi stricts que les miens. Eux, ils sortaient, voilà. Ils partaient même, des fois, ils se réunissaient, ils partaient en vacances et tout. Et en fait, nous, du fait de notre éducation stricte, au fur et à mesure, les gens avec qui on a grandi, tu sais, ils nous ont repoussés parce que on était trop rigides et que moi, je l'ai su il y a peut-être que 5 ou 6 ans que, en fait, eux, ils ont commencé presque à nous détester parce que à chaque fois, leurs parents disaient, oui, vous êtes pas comme la fille de telle. Et moi, je le savais pas. Je l'ai su il y a peut-être que 5 ans. Donc, ça a créé des frustrations chez certains. Et moi, je comprenais pas pourquoi, tu vois, je comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, après, j'ai dit, c'est pas grave, c'est la vie. Et puis après, tu sais, plus tu avances dans les études,
et moins tu as d'amis quelque part, parce que ceux qui n'ont pas ton niveau, enfin, limite, ils n'ont rien à te dire, en fait. Vous n'avez plus, tu vois. Et, c'est pour ça que je dis, voilà, ça a filé droit jusqu'en 2001 quand j'ai eu à l'époque, ça s'appelait les maîtrises, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que j'ai eu une maîtrise en gestion. On a voulu me marier 2 fois. J'ai dit la 3e fois, j'ai dit non, je vais pas leur laisser le temps. Mais à la base, moi, quand j'avais présenté la personne qui est devenue mon mari après, je ne voulais pas me marier tout de suite. C'était juste pour dire que, comme on est dans une communauté où les gens aiment dire, ah, on a vu ta fille avec tel. C'était juste pour dire à mes parents, voilà, je fréquente telle personne. Comme ça, si demain, on vous dit que on m'a vu avec tel, vous, au moins, vous pourrez dire, on sait, on est au courant. Donc, un jour, je me suis dit, comme dans le passé, une première fois, j'avais dit à ma mère, elle a parlé à mon père a dit, niet. Il a dit non. Ok. Donc, je me suis dit, comme elle avait, je pense qu'elle avait pris cher quand même, je me suis dit, je vais lui épargner ça. Un jour, on a fini de manger, j'ai dit, j'ai terminé la vaisselle et tout, j'ai dit, je peux vous parler? On regardait, oui. Ben voilà, moi j'ai quelqu'un à vous présenter. Ah bon? C'est qui? Et il fait quoi? Il a quel diplôme? Il est de quelle région? Mon père, c'est ça. C'est celui qui est devenu mon mari. D'emblée, mon père l'a dit niet. Je ne pouvais pas lui demander le pourquoi. Parce que mon père, si tu lui demandes pourquoi, je pense que il allait pas me taper, mais de toute façon, c'est le genre de personne qui ne s'exprime pas. Et il te dit, tu t'exécutes. Il te demande pas ton avis, en fait. Il te dit niet. Bon. J'ai dit, ok. Je regarde ma mère. Elle ne dit rien, évidemment. Et ça s'arrête là. Je laisse 1 mois, 2 mois. Je reviens à la charge. Mon père m'a dit, je t'ai dit non. Et j'ai quand même osé demander pourquoi. Et il m'a dit, les 2 raisons pour lesquelles il était opposé, mais sans rentrer vraiment dans les détails. Il m'a dit, 1, il n'est pas de notre région. 2, tu as plus de diplômes que lui. Fin de citation. Le problème, et ça c'est un reproche, je pense que beaucoup de parents africains doivent tenir compte de ça. Quand tu dis non à un enfant là, il faut lui expliquer pourquoi. Faut pas juste dire non pour non, parce que quand tu lui dis non, tu le pousses à faire l'opposé de ce que tu lui demandes de faire. C'est ça. On le fait pas exprès. Je pense que c'est plus fort que nous. D'autant plus que moi, comme je te dis, j'ai jamais eu de liberté, j'ai jamais rien eu, donc en gros je me demandais, la part du contrat qu'on m'avait demandé de remplir, je l'ai fait. Je veux juste, au lieu de rentrer à 17h, j'aimerais rentrer à 19h. Mais tu vois ce que je veux dire? Et voilà, mon père m'a juste dit non, niet. Et je demande à ma mère, elle a dit, je me disais peut-être que ma mère allait m'expliquer. Rien. Elle a dit, si tu veux des explications, tu demandes à ton père. Alors moi, le message était clair. Tu es dans le love, tu vois? Toi, t'es déjà dans le love. Et tu dis à la personne non. Ok? Mais lui aussi, il a besoin de savoir, c'est quoi qui cloche? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose peut-être qu'il y a un truc qui cloche et qui peut, peut-être, tu vois, tout est arrangeable, en fait. Sachant qu'il était même pas encore venu. Après, mon père, voyant mon insistance, il a dit, ok, dis à ton type là de venir. Donc, il est venu avec son grand-oncle. Ils sont venus, et mon père m'a dit, chez nous, on ne donne pas à boire aux gens qui viennent dans la maison. Donc, si tu veux que ton petit plat il boive, tu lui achètes de l'eau, on peut lui offrir du thé. Mais le reste là, niet. Il a dit, chez nous c'est comme ça. Tant que la personne ne fait pas partie de la famille là, on lui donne rien. Ah bon, mais non. Et mon père a parlé. Tu vois que je te dis quoi? J'organise la rencontre. Imagine-toi la tension. Ouais, je suis tendu comme c'est pas permis. Et puis je lui explique, je lui dis, écoute, moi je peux pas... Voilà, mon père m'a dit c'est comme ça, comme ça. Enfin, après il m'a dit, écoute, te casse pas la tête. De toute façon, on vient pas pour boire chez toi. Tu nous donneras de l'eau, en avalant notre salive, ça ira amplement. Il a compris qu'il avait affaire à un papa très sévère. Donc il est venu avec son oncle, qui lui-même est sévère. Mais mon père les a rembarrés. L'entrevue, donc ce qu'on appelle la présentation. Donc mon père était assis là. Lui, avec son oncle, était assis en face sur l'autre canapé. Ma mère à l'opposé, parce que ça, c'est une histoire d'homme, les femmes n'ont rien à dire.
Et ma tante aussi était là comme ça. Mon père lui a posé 3 questions. Ton nom c'est quoi? Tu as dit de telle région. Mais telle région, quelle région, mais quelle ville? Et puis mon père lui dit, de toute façon les gens de chez vous là, ce sont des pêcheurs. C'est des pêcheurs de poissons là. Toi tu cherches quoi ma fille? Son oncle avale la salive. Troisièmement, toi tu as quel diplôme? Il dit oui, j'ai un bac plus 2. Bon, j'ai eu un bac général et puis quand j'étais en Afrique et puis je suis venu en France, j'ai fait je sais pas si c'était de la photographie. Mon père a dit, parce que la photographie là c'est un métier, c'est des études. Comme ça, hein? Missile sur missile. Mon père, il a regardé l'heure. Il a dit, bon, vous avez pris 15 minutes de mon temps, vous pouvez partir. Ils sont partis. Son oncle, il était furax. Il était furax. Il m'a dit, mais on m'a jamais humilié de la sorte. J'ai dit, tu veux que je te dise quoi? Je t'avais prévenu, hein. Mon père, il blague pas, en fait. Ok. Bon, ça avait mis un peu de froid entre nous, un petit peu. Puis après, il est revenu. Et donc après, mon père, il a dit, de toute façon, ton type là, pour moi, le dossier est clos. Je ne reviendrai pas dessus. Mon père est parti au bled. Donc j'essaye de parler à mes tantes. Machin, est-ce que vous pouvez pas parler à maman? Pour que maman parle à papa? Ou machin. Elle m'a dit, tu connais ton père, non? Ma mère faisait comme si le problème n'existait pas. Pour elle, il n'y avait pas de problème. Les mois se sont écoulés, hein. Pour elle, il n'y avait aucun problème. Mais moi, j'étais tellement en colère, parce que un jour, j'ai voulu te parler de ça, ma mère, elle a dit, de toute façon, t'as entendu ce que ton père, elle a dit, c'est niette. Je dis, oui, mais papa, il est pas là. Elle fait, non, mais, c'était une façon de dire, papa n'est pas là, est-ce qu'on peut pas essayer d'en reparler maintenant qu'il est pas là? Est-ce qu'on peut essayer d'en reparler? Elle me dit non. Ok. Et un jour, elle m'a lancé cette fameuse phrase. J'aurais même préféré que tu choisisses un blanc plutôt qu'un type de là-bas. J'ai rien dit, j'ai dit d'accord. Mais j'ai rien dit. Bon, on continue de se fréquenter malgré tout. Mais, tu sais, quand t'es triste. Et un jour, tellement la tension, elle était palpable. C'est-à-dire que je ne disais rien. Mais quand tu rentrais dans le salon chez ma mère, tu sentais une tension électrique alors qu'on ne disait aucun mot. Moi, j'étais furax. Et j'ai juste rappelé à ma mère que... ah oui, parce que ma mère m'a dit, un jour elle m'a dit, toi tu as refusé les personnes qu'on avait choisies pour toi. Le dernier en date avait 2 diplômes d'ingénieur. On connaissait la famille depuis, et toi tu nous as foutu la honte, en mode tu veux pas. Et c'est pour nous ramener ça là. Lui là, il a même pas ton niveau, il a rien du tout. Et puis voilà quoi, sa tête elle me revient pas. Ok. Que faire? Je demande aux gens à droite à gauche, qu'est-ce que je peux faire? Franchement, j'ai essayé. Puis à un moment donné, il y a même des gens qui ont dit, mais là, ils nous fatiguent là avec leurs histoires là. Mais la fille est déjà grande, elle fait ce qu'elle veut et puis c'est bon quoi, tu vois. Puis un jour, j'ai dit, franchement, j'en ai marre. Comme je te disais, c'était tellement palpable. À un moment donné, ma mère, elle me dit, elle appelle un de ses, on dit c'est son frère, c'est quelqu'un de sa région qui habite à côté. Elle lui dit, voilà, ça va pas, prends-la chez toi. Et puis quand tu la prends chez toi, tu interdis à son type là de l'appeler et de venir la chercher. Et il dit, oui, mais c'est une grande fille, qu'est-ce que je peux faire? Elle lui dit, je ne veux pas que ce type-là vienne la chercher. En plus, je travaillais à Roissy. J'étais agent d'escale à l'époque. Le tonton me déposait au travail le matin avant d'aller lui-même au boulot. Comme une petite fille. Ça a duré, je suis resté chez le soi-disant tonton 3 mois. Un jour, ma tante me dit, le linge sale se lave en famille. Le tonton là, c'est pas notre famille. Nous, on sait pas ce qu'il dit dehors. Donc, tu te lèves, tu prends tes affaires, tu te dégages de chez lui et tu viens chez moi. Parce que c'est la petite sœur à mon père. Elle a dit, j'en assumerai les conséquences. T'inquiète pas. Je fais un week-end chez ma tante. Et je ne suis plus jamais revenu. Et ma tante a appelé le soi-disant tonton. Elle a dit non. Elle a dit, j'ai reçu les instructions. Parce que le tonton en question, lui-même, il avait peur de mon père. Moi, je suis chez ma tante, tranquille. Ma tante, elle est tellement cool. C'était le jour et la nuit. J'étais libéré, en fait. Ouais. Parce que moi, chez ma tante, c'est chez moi, en fait. J'ai toujours été, depuis que je suis petite, j'ai toujours été là-bas. J'ai gardé ses enfants quand ils étaient petits. Voilà, c'est chez moi. Et mon oncle revient du bed. Ma mère, elle dit,
Tu lui dis, hein, il doit la surveiller, machin. Oh. Mon oncle a entendu ça, il dit, bonjour, d'abord. Il a dit, tu me donnes des instructions, t'as cru que j'étais ton enfant, quoi? Il a dit non. Il dit, ta fille, c'est une grande fille. Moi-même, mes filles ont 13 ans. Je suis pas derrière elle. C'est seulement ta fille qui a 10 ans de plus, c'est elle que je vais contrôler. Elle me dit, ta fille, c'est ma fille. Elle fait ce qu'elle veut chez moi. Et si son gars la veut venir, il viendra. Moi, mon oncle, il voit les choses passer, il rencontre la personne, plusieurs fois, il m'a dit, non, il voit pas où est le problème, hein. Puis après, un jour, mon oncle me dira, ma fille, tu sais, si tu dois vivre pour les gens là, tu vivras pas. Prends tes responsabilités, va là-bas, puisque c'est ton souhait, vas-y. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas la fin du monde. Mais au moins, tu auras essayé. C'est vrai. Donc, je prends mes affaires, je vais maintenant chez ce monsieur-là avec l'accord de mon oncle et de ma tante, même si ce ne sont pas mes parents, mais au moins j'avais un soutien quelque part. Parce que je pense que c'est ça le plus difficile. Dans ce genre de situation, tu vois, toi, t'essayes de faire ta vie, mais tu peux pas être heureuse si tu sais que les gens que t'aimes le plus, un, ne le sont pas pour toi, et de deux, te tournent le dos. Ça, c'était très violent. C'était pas facile du tout. Et la personne en face, et puis il te disait, oui, mais, ok, ouais, mais c'est pas grave. Moi, je suis là. Mais lui, il comprenait pas pourquoi je souffrais, en fait. On a acheté un appartement, et le projet se monte tout doucement, et pour te dire à quel point le stress est très puissant, j'ai arrêté la pilule, je crois, 2 ans et demi, je suis jamais tombé enceinte. Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille que j'étais enceinte? Rien. J'avais une vie normale, j'avais mes règles, pas de soucis. Sauf qu'un jour, j'étais dans les escalators. Et moi, je cours, je me laisse jamais porter, soit je cours, soit je monte vite et tout. Et je suis tombé. Ça m'a perturbé. J'ai dit, je suis jamais tombé. Je suis sportif, je suis jamais tombé. Pourquoi je suis tombé là? Franchement, c'était une énigme. Mais quand je dis je suis tombé, en plus, je suis mal tombé parce que c'était l'hiver. Il y avait un peu de verglas sur le quai. J'ai glissé. Je suis tombé. Mais quand je suis tombé, c'est-à-dire que il y avait le RER. Et en fait, je suis tombé la tête juste à l'entrée du RER, en fait. Et les portes allaient se fermer. Et en fait, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'entendais sonner, mais je voyais pas les gens, j'étais sonné et je voyais pas les gens non plus m'aider à me relever, ni quoi que ce soit. Donc je me suis dit, ça y est, c'est mort, je vais mourir écrasé, en fait. Moi, c'est l'image que j'avais. Mais non, les gens ont tenu les portes. Je me suis relevé, ça m'a perturbé. J'appelle ma copine, je dis, il y a un truc très bizarre qui vient de se passer et tout. Elle me dit, toi là, va faire ton test de grossesse parce que ça là, c'est pas normal. Et je le fais, et moi, bête de mon tête, je savais même pas comment on faisait, quoi. Je dis, ouais, mais en plus, le test de grossesse, ça coûte cher et tout. Imagine-toi, c'est pas ça et c'est pas ça. Elle me dit, va faire. Je suis avec ma copine au téléphone, hein. Elle dit, tu fais pipi dans un gobelet, tu fais le test on a vachement rigolé. Et après, je dis, ouais, il y a 2 bars. Elle me dit, je suis contente pour ta enceinte et tout. Je dis, ouais, ok, bon, voilà. Je suis allé confirmer en faisant une écho, et quand je suis parti faire mon écho, je lui ai rien dit, je suis revenu, il me dit, ça va, chaud, ça va, et puis je lui montre, il était tout content, machin et tout. La grossesse se passe bien, mes copines sont présentes, parce qu'elles sont toutes mamans, elles sont toutes présentes. Je suis de nature mince, et j'ai pu cacher ma grossesse jusqu'à 7 mois et demi. Parce qu'on le voyait pas, en fait. On voyait pas du tout. Et c'est juste un jour, j'allais chez ma mère et tout, et puis, je lui demande de venir me chercher à la gare. Elle me dit pourquoi. J'ai dit, parce que là, j'ai envie de faire pipi. Si tu viens pas me chercher, je fais pipi sur moi. J'ai dit ça comme ça. Et après, j'ai dit, oui, elle est venue me chercher, et sur le chemin, j'ai dit, oui, en fait, je t'ai dit ça parce que je suis enceinte et le bébé appuie sur la vessie. Donc, quand je dis que j'ai envie de faire pipi, j'ai vraiment envie de faire pipi. Elle m'a regardé. Aucun signe de joie. J'étais pas marié. J'avais 25 ans. Le temps passe et j'accouche. Entre-temps, j'avais dit à mon père que j'étais enceinte. Mon père était très content, bizarrement. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, vas-y, va m'insulter, je sais pas quoi. Non, il était content. Oh, je vais devenir enfin grand-père. Ah, ok. Tant mieux. Comme quoi, hein. Et il m'a dit, tu sais, chez nous, on marie pas une femme enceinte. On attend qu'elle accouche. Pour vraiment savoir si le bébé là, c'est le bébé de la personne.
Après, on pourra faire vos fiançailles. Parce qu'en fait, il a pris un peu de recul en se disant, bon, on lui a dit non. Ils ont galéré pendant 3 ans là. On lui a dit non. Elle est enceinte. Alors, au lieu de s'entêter, autant arranger et faire ce qu'ils ont toujours voulu faire. Dès que j'ai accouché, mon père a dit, bon, on peut, si vous voulez, partir de, voilà. Vous vous dites quand est-ce que vous êtes prêts. 2 mois et demi, enfin non, l'année d'après, enfin, j'ai accouché en octobre et en fin janvier, on fait le mariage coutumier. Donc là, il y a du monde à la maison, tout ça. C'était un peu tendu encore, surtout du côté de ma mère. Parce que, elle avait dit à tout le monde que jamais ma fille se mariera avec ce type-là. Ma mère, du début jusqu'à la fin, elle n'a jamais pu l'encadrer. C'est-à-dire, elle était polie, mais il savait et elle savait qu'elle ne pouvait pas l'encadrer. C'est-à-dire que s'il venait, elle faisait à manger, elle le servait, machin, mais son cœur, non. Elle pouvait pas. C'était plus fort qu'elle, elle pouvait pas. En fait, elle a jamais su me dire pourquoi, mais elle pouvait pas. Mon fils naît, mes parents sont heureux comme c'est pas permis. Mon fils est, avec ma mère, c'est le grand amour fou dès le début, rien à dire. Donc janvier, mariage coutumier, juillet, mariage, comme on dit, à l'européenne, civil et religieux. J'ai tout fait toute seule. Et je m'explique. C'est-à-dire que nous avons tout fait tout seul. Lui et moi. Je m'explique. Quand il y a un mariage, on est des Africains, on n'est pas, d'accord? Quand il y a un mariage, il y a un minimum d'implication de la famille. Chercher la salle, c'est moi. Carton d'invitation, c'est moi. Faire les dragées, c'est moi. Choisir ma robe de mariée, moi seul. Je me marie, c'est ma coiffeuse maquilleuse qui m'a habillé. Ma mère n'était pas là, il y avait personne. Comme on avait appelé les traiteurs et tout, le traiteur ne prenait pas en charge le vin d'honneur. Et donc, je pose la question à ma mère. Je lui demande, pour le vin d'honneur, on fait comment? Parce que ma mère, elle a fait de la restauration. Et elle me dit, on verra comme on verra. Et j'ai dû, devant mon père, à plusieurs reprises, limite presque supplier ma mère de s'occuper du vin d'honneur. C'est-à-dire que à elle seule, avec peut-être une cousine, elles ont déjà fait à manger pour 500 personnes pour les mariages des autres. Donc, pourquoi ta fille, on te demande juste vin d'honneur, sachant qu'il n'y a pas tout le monde au vin d'honneur? Pourquoi tu peux pas le faire? Je te promets que 2 jours avant le mariage, je savais toujours pas si elle allait faire le vin d'honneur ou pas. Donc, un stress pas possible. Et en attendant, quand même, j'ai toute ma famille qui débarque du monde entier. États-Unis, Espagne, Belgique, Afrique du Sud, Suisse, Allemagne. J'ai dit, attends, ils arrivent tous? Il n'y a pas une personne qui peut nous aider? Tu sais, même quand c'est la veille du mariage, tu dois aller installer la sono ou quoi que ce soit. J'ai presque supplié mon frère de le faire. Et mon frère qui me dit, il commence. Il est arrivé, Il a commencé. Dès qu'il a vu son futur beau-frère, il a tout lâché, il est parti. Donc, un stress pas possible. Les fleurs, je me suis occupé de mes propres fleurs. J'ai tout fait toute seule. C'était tendu. Faut savoir qu'on s'est marié, c'était pas le plus grand des mariages, mais on s'est marié, il y avait 350 personnes. Sur les 350 personnes, en général, on dit toujours, vous coupez la part en 2. Il y a plus eu des gens de mon côté que de son côté, mais de ma famille à moi, il y a moins de 5 personnes qui ont donné de l'argent. J'ai pas eu de cadeau de mariage. J'ai eu 2 tantes qui ont donné de l'argent, un cousin et une cousine, c'est tout. Personne d'autre n'a donné d'argent. Et ils sont venus. Et ils sont venus. Et ils ont mangé. Ils ont mangé, ils ont dansé, ils ont bu. Et même le jour de mon mariage, tu sais, même la voiture, la location de voiture, on s'est occupé de tout seul. Je peux même pas décrire la douleur que j'avais à l'instant là. Quand le mariage s'est terminé, il s'est terminé au petit matin à 6h du mat, ils se sont tous levés, ils se sont tirés. On nous avait juste demandé tu sais, il faut juste empiler les chaises et ramasser les gros trucs. C'est-à-dire, s'il y a des bouteilles, on te demande pas de ramasser, de nettoyer, mais c'était vraiment juste, s'il y a des bouteilles, il faut pas qu'il y ait de bouteilles qui traînent par terre. C'est tout ce qu'on nous a demandé. Vous empilez les chaises, vous laissez les tables telles quelles, et vous ramassez les gros trucs. Ouais. Je vois toute ma famille se lever et partir.
Et j'ai bien dit toutes. Et à ce moment-là, moi, en tant que marié, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à ramasser les bouteilles par terre. Mon père m'a vu faire ça. Il m'a dit, ma fille, tu arrêtes ça tout de suite. Il a dit, c'est pas à toi de faire ça. J'ai dit, tu veux que je fasse quoi? Et tous ils m'ont regardé par terre en train de ramasser les trucs. Et après, mon mari m'a dit, mon mari avec un de ses cousins, ils m'ont dit, non, va te reposer. Elle m'a dit, t'as trop donné, va te reposer. Nous, on est des hommes, tiens, on va gérer. Voilà. Et même son cousin, je me rappellerai toujours, il m'a dit, c'est pas à toi de faire ça. Tu as fait tout l'avant. Tu as fait le pendant. L'après, c'est pas toi. Laisse, on va gérer. Je suis allé à l'hôtel, je me suis reposé 2 heures après, il fallait déjà rendre la chambre. On est rentré chez nous, on était claqués. Tu fais quoi après ça? Tu vas encore parler aux gens? Ah non, alors non. Je suis resté calme, je suis resté dans mon coin. Les gens qui étaient soi-disant venus pour mon mariage, ben, ils sont venus, comme on dit, le vendredi, ils sont rentrés le dimanche. Pas un coup de fil, pas rien, ils sont repartis. Quand ils sont venus, ils sont repartis. Qu'est-ce que tu dis à ton mari à ce moment-là? Parce que, il faut pas oublier que quand, vous vous mariez, tous les actes que ta famille pose, lui, il voit. Ton mari voit. Et même s'il dit pas, il n'en pense pas moins. Donc, ça s'est fait comme ça s'est fait. L'été passe et en septembre, je reprends mes études. Enfin, j'ai recommencé tout à zéro. J'avais eu mon concours d'infirmière, donc je rentrais à l'école. Et puis, voilà. La première année, super. Ouais, il me prenait le matin, mon mari m'apprenait le matin, on déposait le petit, et après il me déposait à l'école. Bon, c'était dans la même ville, mais c'était histoire de me faire gagner du temps. J'ai bien réussi, vraiment, j'ai bien cartonné, je passe en 2e année. Et la 2e année, c'est là que les choses commencent. Donc 2007, et là je peux presque te le dater. Hiver 2007, c'est-à-dire, il s'est passé quoi? 1 an après le mariage? Et parce que j'avais pour habitude de lui demander de sortir avec le petit quand je devais réviser la veille le week-end qui précédait mes examens en fait. Puis un jour je lui demande et il me regarde comme ça, il m'a dit t'as cru que j'étais ton domestique ou quoi? Je lui dis mais je t'ai juste demandé de prendre le petit et de sortir avec lui 2-3 heures. Tu l'amènes au parc, tu tournes avec lui et puis tu reviens. C'est juste cette histoire de... Moi, quand j'apprends mes leçons, j'ai besoin que ce soit le calme absolu. Limite, même le bruit d'une mouche, je ne le supporte pas. Moi, il faut le calme total pour apprendre. Parce que quand j'étais plus jeune, j'apprenais la nuit quand tout le monde dormait, en fait. C'est par habitude. Il me regarde et il me dit... Donc, il me dit, t'as cru que j'étais ton domestique? Et puis, il sourit. Il fait un sourire en coin, là, comme ça, là. Il me dit, donc, comme t'as vu que j'étais un peu docile, là, donc, tu as cru que machin. Il m'a dit, mais, en fait, je t'ai pas dit. Je t'ai bien eu. Et tu sais, avec le sourire en coin. Et puis, il sort. Moi, j'étais omnubilé par mes révisions, donc j'ai pas prêté attention. Le fait est que il a pris l'enfant, il est sorti 5 minutes, et après il me dit, l'enfant veut sa mère. Et lui, il s'est tiré. Il est sorti. Il est parti. En plein après-midi, je pense qu'il devait être 15 heures, et il rentre à 23 heures. Normal.